Bienvenue à Ciné Histoire spéciale la collection Criterion. Ça va être une spéciale hors série, on va appeler ça comme ça, là, donc différent de notre podcast naturel. J'ai avec moi ma douce compagne Jade, ça va bien? Oui, ça va. Bien contente de commencer ça, le hors-série qui va être en fait une série Criterion. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, ça va? Ben oui, ça va très bien. Écoute, on est en pleine quarantaine, on a les moyens du bord. Ça se pourrait que vous entendiez nos voisins d'en haut parler, mais coudonc, que voulez-vous? Peut-être qu'à un moment donné, on pourra réquisitionner le studio de CFAC, mais pour l'instant, on est fermé pendant je sais pas combien de temps. Donc, c'est un projet que j'avais bien le goût de partir. Et puis, je vais l'expliquer en fait le concept. C'est que on va prendre les films de la collection Criterion. Donc, c'est une collection qui s'occupe de ramasser les films importants pour l'humanité. Et puis, les restaure bien souvent. Puis, ils sortent en DVD, en Blu-ray et tout. Et puis, donc, c'est ça, on va les écouter un à un. Donc, il y a des numéros. Donc, chacun de leurs films sont numérotés. Puis, habituellement, à chaque mois, ils en sortent 5 nouveaux. Donc, ça date déjà depuis un bon moment. Donc, Criterion, ça date des années 80, mais la sortie DVD en tant que telle date de 1998. Donc, je sais pas si vous faites le calcul, mais 5 par mois depuis 1998, ça fait beaucoup de films. En fait, ils sont rendus à 1050, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça va être un long projet. Ça va être très long, surtout que la durée est très variable. Ça passe de films de courts-métrages, en fait, jusqu'à des films de 10 heures et des séries. Donc, ouais, ça va être intéressant. Écoute, vas-y. Oui, ben en fait, pour l'instant, on en a écouté 3 là, jusqu'ici, c'est le premier épisode qu'on enregistre, mais le deuxième était, ma foi, très long. D'une durée de 3h27 minutes de pur plaisir en noir et blanc des années 50 en japonais. Ouais. Donc, il y a vraiment de tout dans cette collection-là. Il y a beaucoup de films américains, évidemment, mais c'est ça, il y a une bonne sélection de films indiens, de films iraniens, de films européens, donc japonais, évidemment, des films de samouraï, il y en a beaucoup. Donc, ça va être un projet de découverte, je pense. Il y a des grands classiques. On commence déjà avec un grand classique, mais il y a beaucoup de classiques, beaucoup de films obscurs. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais notre but, c'est vraiment de les écouter numéro après numéro et puis de se forcer à les écouter. C'est un podcast aussi qui n'a pas de restrictions. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des épisodes durent une quinzaine de minutes. Ça se pourrait que des épisodes durent 1 heure. On sait pas. On compte pas vraiment le temps. Mais ça va être disponible, évidemment, sur YouTube. Peut-être éventuellement sur le site de CFAC, mais assurément sur notre site web historiaematica.ca/cinéhistoire. Donc, on commence déjà avec un gros morceau, en fait, un film de 1937 qui s'appelle La Grande Illusion. La Grande Illusion, c'est un film de Jean Renoir. C'est un film de guerre, on pourrait appeler ça comme ça. Avant d'entrer en fait dans le résumé puis dans ce qu'on a pensé du film, je pourrais peut-être parler justement d'un fait particulier sur le numéro 1 de Criterion, c'est qu'il est ce qu'on appelle out of print, donc OOP, donc il est discontinué par le fournisseur même qui est Criterion. C'est toute une question de droit, c'est pas le seul à être discontinué comme ça, mais en fait ces droits ont été acquis en 2005 par Studio Canal qui eux aussi s'occupent de ramasser quelques films importants, mais surtout des films français en fait. Donc c'est ça, c'est Studio Canal qui possède les droits depuis 2005, mais le film en DVD de la collection Criterion est sorti en 1998. Donc c'est ça, puis ils n'ont pas eu les droits depuis, les droits de distribution, ce qui en fait que c'est un des DVD les plus rares de la collection. Évidemment, il est très prisé parce que c'est le numéro 1. Mais c'est ça, il n'a pas été restauré parce qu'il y a comme deux versions de chacun des films Criterion là, depuis le passage au Blu-ray, même au 4K. Là, ils commencent à refaire tranquillement, à mettre à jour un peu chacun de leurs films. Donc, celui-là, c'est ça, appartient à Studio Canal. Il a été un petit moment sur le Criterion Channel, qui est leur plateforme de streaming. Malheureusement, on l'a manqué. Il a fallu le trouver par des moyens alternatifs, mais on l'a écouté. Et un très bon film, en fait. Je peux peut-être parler
avant qu'on entre dans le sujet de ce que comporte le coffret Criterion. On l'a malheureusement pas visionné, mais sur leur site, on peut voir là, c'est quoi les bonus qu'ils ont fait, parce que je rappelle, pour ceux peut-être qui ne le sauraient pas, Criterion, c'est les premiers en fait à avoir ajouté des suppléments à leurs DVD, aux DVD normaux, donc aujourd'hui c'est quand même assez commun. C'est surtout pour les passionnés de cinéma, évidemment, qui vont aller puiser dans les behind the scenes et tous ces trucs-là. Donc, celui-là, en fait, La Grande Illusion, il possède évidemment une nouvelle version du film qui a longtemps été perdue. Donc, on va en parler peut-être un peu plus en détail après. Il y a aussi une mise à jour des sous-titres qui sont faites parce que pendant près de 50 ans, en fait, les sous-titres étaient assez aléatoires parce qu'on croyait avoir perdu les négatifs originaux, donc on a refait des sous-titres. Donc, il y a aussi des trailers du film, dont un, je crois, qui est commenté par Jean Renoir. Et puis, il y a un essai de l'historien du cinéma Peter Cawley. Et en fait, il y a plusieurs autres choses. Il y a des capsules, en fait, sur le processus de restauration d'un film, donc de la bobine et tout. Il y a un livre aussi. Chacun des films Criterion possède à l'intérieur un livre qui explique soit une critique d'un critique du cinéma ou d'un historien du cinéma. Des fois, ça peut être des essais, justement. Donc, il y a toujours un peu de tout. Celui-là, c'est ça, qui s'appelle... c'est la lettre de Renoir lui-même, en fait, qui est écrit, qui s'appelle To the Projectionist. En fait, j'imagine que ça devait être la lettre qui est envoyée au cinéma sur comment projeter le film, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, parce qu'on n'utilise plus des bobines pour la plupart des cinémas. Et puis, il y a une présentation radio de Renoir et de Erich von Stroheim, qui joue dans le film, justement, qui accepte les honneurs du meilleur film international remis par le New York Film Critics en 1938. Donc ça, c'est ce que possède le coffret Criterion. Malheureusement, on le possède pas. Un jour, peut-être qu'on va l'acheter. Il se vend environ à 125$ canadiens. Donc, bon, on n'est pas rendu là, disons. Non. Je pense qu'il y a des films plus accessibles, beaucoup moins chers, là, qu'on est capable de trouver. Écoute, justement, La Grande Illusion, c'est quoi? C'est un film de Jean Renoir que j'ai mentionné, un des plus grands réalisateurs français, qui est le fils d'Auguste Renoir, le peintre... Un peintre, en fait, que ma mère affectionne beaucoup. Là. On avait plusieurs reproductions photos sur des cadres laminés quand j'étais plus jeune. Acheté au Bouclair maison. Quand ça existait. Oui, non, mais c'est ça. Donc, qui faisait, mon Dieu, des... C'est quoi son style? J'ai honte de moi-même. Mon Henriette est loin, je sais plus, je peux pas répondre à cette question-là. Je pourrais faire une petite recherche rapide, là. Mais Auguste Renoir. Alors écoute, c'est broche à foin, mais que voulez-vous? Pierre-Auguste Renoir, qu'est-ce qu'il peut bien faire? On aurait dû faire cette recherche-là avant, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, ils le disent pas. Bon, en tout cas. Mais il fait des gens, en fait, là, beaucoup. Des portraits. Dans des tenues. C'est celui qu'on avait chez nous, l'espèce de déjeuner. Bref. Inspiré de Pissarro puis d'Édouard Manet, donc... voilà, hein, ça répond absolument pas à la question. Mais bon, c'est son fils dont on parle maintenant, donc Jean Renoir. Donc le scénario du film La Grande Illusion est écrit par Charles Spack, qui est l'un des plus importants scénaristes du cinéma français des années 30 et 40, et par Renoir lui-même. On mentionne pas souvent les assistants réalisateurs, mais celui-là, je vais le mentionner parce que c'est Charles Becker, en fait, Jacques Becker, le grand réalisateur français qui a notamment fait Le Casque d'Or et Touchez pas au Grisby, les deux d'ailleurs, je crois, qui sont avec Jean Gabin qui joue dans le film. C'est un format en fait en noir et blanc. Le film dure 114 minutes, mais à sa sortie initiale, il durait 94 minutes en France et 107 minutes en Allemagne. Mais par la suite, c'est ça, les négatifs originels se sont perdus un petit peu. Donc, la version Criterion, c'est la vraie version que Jean Renoir aurait voulu présenter, donc de 114 minutes. Voilà.
1937, on l'a dit, fait en France un film de guerre, mais surtout un drame, j'ai l'impression, une espèce de... Mais en fait, je dirais pas nécessairement un film de guerre, mais un film qui se sert de la guerre comme trame de fond. C'est plus un comédie-drame humain sur les valeurs qui sont universelles, puis sur l'entraide. C'est ça, exactement. Qui ne change pas même en temps de guerre, en fait. Là, c'est un peu la prémisse. Donc, la guerre sert vraiment juste de toile de fond parce qu'on voit jamais de scène de guerre. Il y a pas de conflit, il y a pas de combat, on voit pas d'armes nécessairement non plus. Un petit peu, éventuellement, mais c'est pas ça l'important dans le film. En fait, on parle plus des motivations des gens qui nous sont présentés, puis c'est très humain, en fait, comme histoire. Donc, voilà, je l'appellerais pas film de guerre. Non, effectivement. Mais c'est comme ça quand même qu'il est décrit bien souvent. Il est en 4 langues, en fait. En français, en allemand, en anglais et en russe, mais surtout en français et en allemand. Ce qui nous a laissé pantois quand la première version qu'on avait trouvée n'avait pas de sous-titres. On s'est dit, c'est peut-être voulu, mais non, ce n'était absolument pas voulu. Donc, le film, en fait souvent partie des meilleurs films de tous les temps, au même titre que Citizen Kane ou des grands classiques de Kurosawa. Il a reçu le prix du meilleur ensemble artistique à la Mostra de Venise à sa sortie. D'ailleurs, je crois qu'il a fallu qu'on renomme le prix parce que c'était le prix Mussolini à la base, et puis Mussolini a interdit lui-même la projection du film, donc on s'est dit ça serait un peu ironique d'y donner le prix Mussolini. Il a aussi gagné le prix comme j'ai mentionné, justement le meilleur film étranger par la critique américaine, et en plus elle a le fait d'armes d'être le premier film international à être nominé comme meilleur film aux Oscars, ce qui est pas rien quand même, aux Oscars de 1939, donc 2 ans après la sortie du film. Mais bon, j'imagine que ça a été plus long la distribution aux États-Unis et tout, donc voilà, on peut peut-être parler un peu du film, le résumé du film sans trop spoiler. Je sais pas si on a le droit de spoiler un film de 1937, mais bon, on va rester flou quand même, tout en parlant un peu. C'est un film qui, je pense, se divise en 3 actes, quand même assez distincts. La première partie, en fait, ça se déroule durant la Première Guerre mondiale. Donc, 1937, ça, le film sort juste avant la Deuxième Guerre. Mais c'est ça parle de la Première Guerre mondiale. Renoir, d'ailleurs, a été pilote, je crois, durant la Première Guerre mondiale. Donc, il connaissait quand même bien ce conflit-là. Donc, c'est l'avion du lieutenant Maréchal, qui est joué par Jean Gabin, l'un des plus grands acteurs français, du moins de l'époque, et du capitaine de Boldieu, qui est joué par Pierre Freinet, se fait abattre sur les ordres du commandant von Rauffenstein, qui est joué par Erich von Stroheim. On va revenir un peu sur lui, parce qu'il a quand même un parcours intéressant aussi. Et puis, ce commandant-là, il connaît par hasard la famille de Boldieu aussi. Donc, ça va venir jouer un peu plus tard dans le récit, mais bon. Les deux officiers sont envoyés dans un camp de prisonniers en Allemagne, où ils retrouvent de nombreux prisonniers français, aussi des prisonniers de guerre. Des prisonniers britanniques et russes, mais on suit surtout en fait les Français, de tout grade et de tout milieu sociaux de la société. Je ne veux pas me répéter, mais bon. Donc, les prisonniers jouissent quand même d'une certaine liberté, parce qu'ils sont nourris par des colis qui proviennent soit de la France ou d'autres pays, en fait de la famille, souvent des guerriers qui sont emprisonnés. Et puis, ils peuvent organiser des événements sociaux, comme des pièces de théâtre et tout, comme on le voit. Et puis... ils apprennent peu à peu, ils ont quand même accès aux informations à l'extérieur, ils apprennent peu à peu différents éléments de la guerre. Par exemple, on parle de la bataille de Douaumont, qui est une vraie bataille qui s'est déroulée, puis on mentionne un peu celle de Verdun, qui est quand même assez importante dans le premier conflit mondial. Les autres chambreurs, à part les 2 officiers, on dénote notamment Demoldé, c'était des Français, Demoldé, un amoureux des lettres, le lieutenant Rosenthal, qui est un juif, qui est aussi un... c'est pas un joaillier, c'est ses parents qui étaient joailliers. En fait, c'est un banquier. Là. En fait, ça fait référence à ça fait référence aux Rothschild, en fait, là, qui sont des banquiers célèbres de la France, qui étaient juifs aussi. Il y a un ingénieur et il y a Cartier, un personnage qu'on apprécie bien aussi, qui est un sergent assez volubile, qui rend le tout assez joyeux, disons. Ensemble, ils vont tenter de se libérer du camp, en se creusant un tunnel.
Donc, ça rappelle peut-être Shawshank Redemption ou peut-être même The Great Escape, qui est un film des années 60, là. Je sais pas. Oui, ben en fait, on va revenir là-dessus, là, mais il y a quand même des beaux échos. En fait, on peut ressentir l'inspiration. Là. Bon, Shawshank, c'est peut-être. En fait, c'est là, c'est dans la face, là, mais est-ce que c'est vraiment ça qui l'a inspiré? Parce qu'honnêtement, c'est pareil, là, c'est la même chose. Ils sortent prendre leur marche dehors, ils vident la terre de leur poche. C'est la même affaire, là, pour vrai. C'est ça. Puis on n'a pas vu The Great Escape non plus, mais apparemment que les plans, là, même de la façon dont ils creusent le tunnel et tout, c'est identique, le plan par plan. Donc, des beaux. On va en revenir peut-être un peu plus tard. Mais bon, donc ça, c'est le premier acte, en fait. Je n'entrerai pas autant de détails dans les deuxième et troisième actes pour laisser un petit élément de surprise, mais dans le deuxième acte, en fait, c'est que les deux officiers, les trois officiers, en fait, le maréchal, Boldieu et Rosenthal, ils sont envoyés dans une forteresse, donc un château allemand. Et puis là, parce qu'ils essayaient trop de sauver de l'autre camp, donc ils vont les enfermer dans une forteresse qui semble comment dont on peut pas s'échapper, dans le fond. Inévadable. Oui, c'est ça, c'est l'espèce de défi là, que les Allemands se lancent parce que les trois ont trop essayé de partir en usant de plusieurs stratagèmes variés, là, puis ils les nomment aussi. Puis là, ben, ils se disent, ben, ils pourront pas s'échapper de là, donc ils les envoient dans un château qui semble être impossible de s'évader. Ne le pourront-ils pas? Hein? C'est ça, mais en même temps, on rit de ça un petit peu parce que quand ils arrivent là, évidemment, ce sont des officiers, donc ils ont un statut qui est, je dirais peut-être privilégié. En fait, ils se font traiter avec un humanisme incroyable par les Allemands alors qu'ils leur sont captifs. Malgré le fait que Rosenthal soit juif et que les Allemands portent pas les juifs dans son cœur, mais oui, en théorie, c'est ça, ils ont le même grade, puis il y a cette espèce d'hospitalité-là dans cet emprisonnement là, qui fait un clash un peu avec ce qu'on voit de la guerre généralement dans les productions au cinéma. Mais en fait, je voulais en arriver au point où on se l'est dit, on l'a soulevé en regardant le film, il leur fait faire un tour du propriétaire du château en leur montrant toutes les pièces, les cours intérieures, les remparts, les regardez tours, comment ces murs-là sont hauts, là, vous pouvez pas vous évader de là. En leur disant à plusieurs reprises que c'est impossible de partir, puis ben on se posait la question, est-ce que c'est pour les tenter? Est-ce que c'est pour essayer de voir comment ils vont réussir, s'ils réussissent? Il y a comme une petite... On se demandait, c'est ça, s'il allait avoir un backfire, une espèce de... essayer de vous sauver pour voir, puis... Mais bon, on va garder un peu le suspense. Mais ça, c'est essentiellement le deuxième acte, et puis évidemment, les officiers tentent de s'échapper, ce qu'ils vont réussir on peut pas arriver à au moitié, disons. Acte, Ben, le troisième acte, en fait, c'est qu'il y a certains des officiers qui réussissent à s'évader. Et puis là, c'est leur poursuite, disons, de la forteresse jusqu'à la Suisse. Ils tentent d'atteindre la frontière de la Suisse, qui est neutre dans le conflit, dans la Première Guerre mondiale, et dans le deuxième, évidemment. Donc, c'est ça, c'est ces trois actes-là, puis des rencontres troisième amoureuses. Acte, très, très touchant. Là, plus humain, plus loin de la guerre, un peu. Plus de chaleur, en fait, là, dans celui-là. Il y a comme une espèce d'apprivoisement là, de culture, puis un apprentissage des langues. Il y a quelque chose de vraiment beau dans cette partie-là qui sort un peu là, du contexte dans lequel on était dans le 1 et 2, qui fait un film complet, là, finalement. Oui. Effectivement. Même si la fin d'origine ne s'est pas faite comme prévu, en fait, c'est que Renoir, à la base, voulait que les survivants se rencontrent à Paris à la fin du conflit, et puis que là, on laisse planer le doute sur est-ce que les gens ont survécu ou ont pas survécu. Finalement, cette fin-là a été abandonnée. Mais bon, par celle qui est dans le film, dont on fera pas mention nécessairement ici. Mais c'est ça. Puis en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours du tournage et même de la pré-production du film. Notamment l'histoire, en fait, en général, a quand même changé. En fait, le film devait s'appeler Les aventures du lieutenant Maréchal, puisque c'est le seul personnage en fait qui est présent abondamment dans les trois actes. C'est le personnage évidemment de Jean Gabin qui est assez prédominant. Le titre... il y a ça en fait, pardon, le titre, puis c'est inspiré en fait d'un autre commandant
Armand Pinsard, en fait, c'est une personne que Jean Renoir avait sauvée lors d'un escadron aérien, en fait, dans une attaque aérienne contre les Allemands. Il l'avait sauvé, c'est un soldat de l'armée française. Et puis, c'est ça, puis ils se sont perdus de vue durant le conflit, puis ils se sont rencontrés en fin 1934, donc une quinzaine, presque 20 ans après la Première Guerre mondiale. Puis, c'est ça, ils se sont rencontrés, puis là, il a raconté, Pinsard a raconté à Renoir comment il s'était retrouvé dans des camps de prisonniers allemands et tout, puis comment il s'était échappé. Donc, ça a fortement inspiré, évidemment, Renoir à écrire ça. Puis ça a été retravaillé ensuite par Spack. Donc, puis il se serait même inspiré pour Boldieu, qui est l'officier, disons, plus aristocratique du groupe, par son propre officier à Renoir, donc Louis Bossu, qui est aussi un personnage quand même historique dans la Première Guerre mondiale. À l'origine aussi, le titre, La Grande Illusion, fait référence à un essai paru en France en 1910, puis qui a connu un succès mondial. On s'en souvient pas vraiment aujourd'hui, mais apparemment qu'à l'époque, le titre résonnait quand même, faisait écho, puis les gens comprenaient que ça provenait de cet essai-là. C'est un essai, en fait, qui mentionne que la guerre est disons, cette grande illusion-là, c'est ça, c'est un peu flou aussi dans le film, mais c'est cette idée que la guerre est pour le bien commun et tout, donc cette grande illusion-là, mais dans le film, on dirait plus que c'est comme, que la grande illusion fait plus écho à la Première Guerre mondiale, qui est souvent appelée la Der des Der, donc la dernière des dernières, parce que c'est un conflit qui a eu aucun précédent et qui avait une ampleur mondiale, justement, Première Guerre mondiale, donc tout le monde, après les atrocités de cette guerre-là, se sont dit, mon Dieu, on peut pas revivre ça, c'est la Der des Der, justement, c'est un conflit impensable, et puis je sais pas si, probablement, en fait, que Renoir voyait venir la montée des fascistes allemands et italiens à cette époque-là. 1937, c'est 2 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi 3 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mussolini était là depuis déjà un bon nombre d'années. Donc, je crois qu'il sentait un petit peu cette montée du fascisme-là et un deuxième conflit imminent, une espèce de revanche des Allemands. Donc, je crois que ça fait référence aussi à ça. D'ailleurs, il y a un des personnages, je crois, c'est un maréchal, qui dit enfin, cette guerre, on revivra plus jamais une guerre comme ça. Puis c'est Rosenthal, je crois, qui dit « Ah, tu te fais des illusions. » Donc, voilà. Mais bon, c'est des interprétations. D'ailleurs, Renoir lui-même, sur le titre, il va dire « Ah, j'ai choisi ce titre-là parce que c'était aussi vaste puis aussi flou que possible. Donc, je voulais pas donner d'indication nécessairement sur quoi, sur la raison du titre. » On peut parler justement, Renoir, on en a parlé un peu justement, c'est le fils du peintre, mais c'est un réalisateur assez marquant du cinéma français des années 30 à 50, qui va même paver la voie à la nouvelle vague française des années 60. Pardon. C'est notamment le réalisateur qui est connu pour ses nombreux classiques comme La Chienne, La Règle du jeu, qui est un des plus grands classiques en fait du cinéma français, Le Carrosse d'or, Le Fleuve et French Cancan. Donc, il est connu pour son réalisme et son engagement politique, malgré que ce film-là soit pas trop in your face, il est pas trop revendicateur. Je crois qu'il laisse aux gens quand même former leur propre opinion de ce qu'est la guerre, puis de ce qu'est les classes sociales, peut-être. En fait, oui et non, j'ai l'impression, je le vois vraiment plus comme... peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, là, mais que tout le monde, peu importe son rang, peu importe sa nation, en fait, a la même idée de la guerre. Tout le monde veut les mêmes choses, puis on le voit à plusieurs moments dans le film là, que les gens veulent pas être là. Puis non, effectivement. C'est pour ça qu'il y a autant de civisme, de politesse. C'est pour ça qu'ils les laissent s'échapper. Je veux dire, qu'ils partent pas de temps à leur recherche, il y a comme une espèce de dimension, je sais pas comment la décrire là en fait, mais c'est c'est très cordial, c'est très en fait, je vais peut-être en revenir un peu plus loin là aussi, mais c'est comme ce clash là entre une Europe qui nous semble déconnectée un peu, puis l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Je vais en parler peut-être un peu plus loin, là, mais c'est ça, c'est comme cette espèce de... C'est cette aristocratie-là qui est comme un peu disparue aujourd'hui, est comme très importante, du moins pour les aristocrates de l'époque, là, mais on sent que le petit peuple, la populace est en train de prendre le dessus un peu, puis
va faire changer les choses. Peut-être aussi, pour faire un lien, La Grande Illusion pourrait faire référence à ça, au fait que il y a une espèce de relation de civisme et de politesse qui s'instaure entre les captifs et les capteurs. Mais qui en fait va s'écrouler là, si jamais les gars s'évadent finalement, parce que pour l'instant il y a le rapport justement la personne qui emprisonne et l'emprisonné, donc il y a comme le respect qui s'installe là-dedans. Je pense que de tous les côtés ils sont conscients que s'il y a une évasion ça s'écroule à la seconde là. Donc l'illusion pourrait être celle-là aussi, que en ce moment ils vivent des belles choses, on pourrait même dire ça, pour vrai. Honnêtement, c'est... Ouais, ils sont bien traités. Être en prison, là, je serais là. Pour vrai, ça avait l'air le fun, tu sais, puis c'est ça, puis ça pourrait être ça, justement, là, l'espèce de mirage que, ben, ça existe, mais ça devrait pas vraiment exister. Pourquoi ça existe, puis que c'est fragile aussi. Donc, peut-être, voilà, peut-être que ça pourrait faire écho, là. Ouais, puis ou même encore, en fait, au fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que dans le camp de prisonniers, les officiers, ben, ce sont tous des officiers, je crois, mais ils sont là, ils viennent toutes des classes sociales différentes, là. Il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont, justement, issus d'une famille avec une longue tradition, et pourtant, on sent que Boldieu et von Raffenstein, je crois, pardon, ils proviennent tous deux de milieux aristocratiques, puis on dirait qu'ils s'entendent quasiment mieux ensemble, malgré qu'ils soient français et allemands, que tous les Français ensemble et tous les Allemands ensemble. Donc on dirait vraiment que c'est un témoignage justement des classes sociales, parce que clairement il y a un dédain de l'officier allemand envers les autres officiers qui pourtant ont son même rang ou environ. Il leur dit un maréchal et un juif, ça a le même titre que vous. Puis Boldieu répond oui, c'est le même titre et tout. Mais pourtant c'est lui qui reçoit à dîner et il reçoit pas les deux autres à dîner. Donc je crois que c'est ce témoignage-là un peu que les classes supérieures se reconnaissent entre eux malgré leurs différends. Les deux sont en guerre, mais pourtant il l'invite à souper, puis il sert... Mais il invite les deux autres aussi au pour début. Pour la première fois, ouais. Pour s'excuser d'avoir détruit leur avion. Tu sais, c'est vraiment c'est tout un univers parallèle là, dans lequel on nous amène. C'est une guerre comme ça. Ben, elle fait contraste vraiment avec la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a vécu plein d'atrocités, puis évidemment, la cordialité n'existe plus, là. Mais bon, peut-être que je pourrais parler un peu, avant qu'on entre dans notre appréciation du film, peut-être que je pourrais parler un peu des trois acteurs là, qui porte le film littéralement. Donc on a parlé de Jean Gabin, qui est souvent considéré en fait comme le Humphrey Bogart. Ouais, le Humphrey Bogart français, l'acteur à la gueule d'amour comme on dit. On va le caster dans à peu près tous les films, et il va jouer dans un grand nombre de classiques français, dont Gueule d'amour, c'est peut-être là qu'il a eu son nom d'ailleurs, Pépé le Moco. Donc ces deux films là qui sont quand même assez connus sortent avant La Grande Illusion, qui lui aussi va aider à le faire connaître, mais par la suite il va jouer dans La Bête humaine de Renoir aussi. Il va jouer dans Le Quai des Brumes, Un Saint-Jean en hiver, La Traversée de Paris, que je crois qu'on a à la maison, parce qu'il y a un bref moment où Louis de Funès joue, mais il va jouer aussi dans un vrai film, alors que les deux sont la tête d'affiche, Le Tatoué. Un film que j'aime pas plus que ça, mais bon, qui est quand même... La Poison aussi, tu m'avais dit? Non, je me suis trompé finalement, c'était pas lui de La Poison, malheureusement. Mais c'était Louis de Funès. Oui, il joue un petit rôle, mais plus gros que dans La Traversée de Paris. Puis il joue sinon Touchez pas au Grisby, que j'ai mentionné un peu plus tôt, là, de Jacques Becker. Il va jouer aussi aux côtés des plus grands acteurs français comme Fernandel, Lino Ventura, Bertrand Blier, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Louis de Funès, que j'ai déjà mentionné. Il a remporté 35... Ouais, ça doit être ça. 35 prix meilleur acteur au cours de sa carrière, dont 3 à la Mostra. Je pense que c'est 5, mais 3 puis 2. Ouais, c'est ça doit être ça. Il me semblait 30. Ben, il doit en avoir remporté quand même beaucoup. Mais en fait, c'est ça, il a remporté 3 fois meilleur acteur à la Mostra de Venise, 2 fois à la Berlinale. Puis il y a eu un César d'honneur aussi posthume, malheureusement, pour l'ensemble de sa carrière.
Le deuxième, en fait, l'autre français, c'est Pierre Freinet, qui est surtout connu, en fait, pour avoir joué Marius dans la trilogie la trilogie de Marseille, pardon, donc la fameuse trilogie de Marcel Pagnol, donc Marius, Fanny et César. Il joue évidemment dans ces 3 films-là. Il va jouer aussi dans The Man Who Knew Too Much d'Alfred Hitchcock en 1934. Après ça, il va faire d'autres films aussi avec Maurice Tourneur, qui est un grand réalisateur français aussi. Il va jouer avec Abel Gance et Georges Willem Pabst, qui je crois les deux ont des films dans la collection Criterion, donc on va sûrement finir par en parler. Après la Grande Illusion, en fait, il va jouer dans beaucoup de films de Henri-Georges Clouzot, qui est un grand précurseur du cinéma, du film noir français. Il va jouer dans L'Assassin habite au 21, entre autres. Il va jouer avec Tourneur, avec Georges Lacombe, Alex Joffé. En fait, très belle carrière pour cet acteur qui a la belle gueule, disant, ouais, je peux pas dire ça parce que j'ai dit ça de Jean Gabin, mais bon, c'est Pierre Freinet, en fait, qui joue l'aristocrate, et je crois qu'il est très crédible dans son rôle, avec sa petite moustache, qui rappelle Jean Dujardin dans The Artist. Ouais. Et le troisième, en fait, est très, très intéressant personnage, Erich von Stroheim, qui est l'un des réalisateurs les plus ambitieux du cinéma muet. Il va en faire beaucoup en Allemagne et en France, mais il est surtout connu, en fait, pour sa carrière d'acteur, notamment à Hollywood, où il a joué dans quelques grands... on va dire succès, là, mais bon, La Fierté de la Nation, c'est pas toujours le film quand... Tu sais, c'est un film qui a une mauvaise réputation, malheureusement, mais il va jouer dans 2 autres films de D.W. Griffith aussi, Intolérance et Hearts of the World. Il va jouer aussi dans Sunset Boulevard, il va jouer le fameux réalisateur déchu, donc qui est très connu pour ce rôle-là, mais c'est ça, avec La Grande Illusion, il fait son retour en France, en fait, après des années à être passé par Hollywood et tout, et d'ailleurs, il aurait même perdu son allemand en allant aux États-Unis, puis en revenant, justement, vu que son rôle se passe essentiellement en allemand, il a fallu qu'il apprenne, qu'il repratique, en fait, son allemand. Mais oui, puis concernant celui-ci, dont le nom... Erich von Stroheim. Voilà. Erich. On lisait là, dans nos recherches, c'est un acteur qui se faisait appeler celui que vous aimerez détester, ouais. Qui nous a fait beaucoup penser dans cette interprétation-là à... Hans Landa de Christoph Waltz. Christoph Waltz dans le Tarantino. Inglourious Basterds. Voilà. Et puis, c'est ça, c'est... Honnêtement, là, c'est le même genre de personnage. Là. Et d'acteur aussi. Un peu moins méchant, mais on sent qu'il y a du charisme. On sent qu'il y a des plans aussi en background qui laissent pas paraître non plus. Là, mais oui, vraiment moins menaçant et méchant, là, plus. Mais toujours aussi courtois, toujours ouais. Dans justement dans la politesse, je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est ça, c'est quelque chose qui marque. Comment on appelle ça déjà? C'est l'inquiétante étrangeté. C'est ça C'est l'insoutenable étrangeté. Non. C'est le fait de voir quelque chose de banal, mais comme qui t'angoisse, quelque chose. C'est un peu le sentiment de Hans Landa, par exemple, Christoph Waltz dans Inglourious Basterds. Oui, mais ça, c'est vraiment... on n'est pas là. Mais c'est Non, on n'est pas tout à fait là, mais tu sais, c'est le fait de voir quelqu'un qui agit de façon civilisée, mais que pourtant, on se sent mal, puis on comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien en regardant telle scène ou telle scène. Donc, il y a un petit peu c'est moins pire que dans Inglourious Basterds, mais il y a un petit peu quand même ce feeling-là, puis il est très très bon, mais il est assez bizarre aussi, il y a comme une fracture du dos, quelque chose comme ça, donc il est très stiff, il a sa prothèse là, qui tient la tête, là, il peut pas tourner le cou comme Batman, c'est assez étrange personnage, mais d'ailleurs, c'est ça, c'était supposé être seulement une apparition, puis Renoir, voulant vraiment travailler avec lui, a décidé de retravailler le rôle un petit peu pour lui donner une plus grande importance. Donc, heureusement, parce que il est très très bon, en fait. Aussi, un point important de ce film-là, c'est la trame sonore, qui est... la musique est quand même assez... présente dans le film, même s'il n'y a pas de trame de fond, là, disons, de bande originale, mais c'est beaucoup de chansons qui rappellent beaucoup c'est ça, qui étaient très importantes culturellement en France et en Allemagne, notamment Froufrou, Frère Jacques, la Marseillaise, l'hymne national, évidemment. Surtout, il était un petit navire dont j'ai appris le deuxième couplet en regardant le film, mais j'avais jamais eu conscience là, qu'il existait autre chose après les 4 lignes qu'on connaît. Puis c'est ça qui Vous voulez les connaître? Allez voir le film. Répété à plusieurs moments dans le film. Jouer avec de la flûte. C'est comme c'est leur feel-good chanson. C'est leur diversion, en fait. Oui, aussi, mais tu sais, c'est après, dans l'acte 3,
c'est ce qui va les unir un peu, ça va les rendre tristes, ça va leur faire du bien, c'est bon. Voilà. Le film, à sa sortie, a quand même connu un bon succès critique et commercial, ce qui est quand même pas rien. Au total, il va totaliser 12,5 millions d'entrées en France. Donc, on rappelle aussi pour eux, leur box-office n'est pas compté en dollars, mais bien en entrées. Donc, 12,5 millions d'entrées, c'est quand même assez vaste. Mais par contre, il y a eu 6,5 millions d'entrées depuis 1945. Donc, 8 ans, parce que, évidemment, le film n'a pas été présenté durant la guerre. Ça aurait été particulier. Ouais, ben on va y revenir d'ailleurs, là, mais c'est ça, il va connaître quand même un bon succès critique, oui, mais c'est ça, commercial. Mais c'est ça, la Deuxième Guerre, en fait, vu que c'est un film qui, disons, je sais pas comment le dire, mais qui pas banalise la guerre, mais il y a personne qui a le goût d'être en guerre vraiment dans ce film-là, donc c'est des films qui vont être targetés assez vite par les régimes fascistes. Évidemment, en Allemagne, il va être banni rapidement, en Italie aussi, mais quand les Allemands vont prendre Paris, ils vont prendre la France, en fait, au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un des premiers films qu'on va, disons, voler. Et puis, c'est ce qui explique en fait pourquoi on a longtemps cru ce film-là perdu. C'est qu'en 1942, l'endroit présumé des négatifs originaux ont été bombardés. On a cru justement qu'on avait perdu les négatifs à jamais. Mais il y a un historien, je crois, qui avait décidé d'envoyer des négatifs à Berlin. Avant justement ce bombardement-là. Donc ça a sauvé les négatifs, puis les Soviétiques, quand ils ont pris Berlin à la fin de la Deuxième Guerre, ont trouvé les négatifs et les ont ramenés en Union soviétique. Puis c'est d'ailleurs là, même Renoir lui-même est allé retravailler dans les années 50, même début 60, est allé retravailler en Union soviétique les négatifs un peu, mais il croyait en fait que c'était une bobine qui était préservée d'un autre cinéma. Il croyait pas que c'était les négatifs originaux, même lui le savait pas. Donc il a retravaillé un petit peu, mais il a laissé ça de côté. Ça a été acquis aussi par la Cinémathèque de Toulouse en 1970. C'est une vingtaine d'années après qu'on s'est rendu compte que c'était les bobines originales, en fait. Puis c'est là que Criterion a décidé, avec la Cinémathèque de Toulouse et Studio Canal, j'imagine, de restaurer cette version-là, la version originale, avec les sous-titres qui étaient à l'époque d'origine, mais bon, qu'on a retravaillé aussi. Donc c'est ça, un très beau behind the scenes, justement, de ce film-là. Évidemment, c'est ça, c'était interprété comme une charge contre les nationalistes puis l'antisémitisme. C'est pour ça aussi qu'on a... Puis c'est un message quand même assez pacifiste derrière ça. C'est pour ça que les régimes fascistes l'ont évidemment confisqué assez rapidement. Il y a aussi eu un procès pour plagiat qui a été intenté par Jean de Vallière, qui avait écrit Le Cavalier Charnos en 1931. Puis il y a quand même des similitudes assez frappantes entre le roman et La Grande Illusion. Mais finalement, les juges ont décidé d'acquitter Jean Renoir. Donc, heureusement pour lui. J'aurais peut-être dû le mentionner quand on faisait le résumé, mais on ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça se passe. On sait que c'est en Première Guerre mondiale, mais il y a quelques petits indices qui nous laissent croire que ça pourrait être en 1916 ou en 1917. Par exemple, la bataille justement de Douaumont que j'ai mentionné. Il y a aussi, ils reçoivent un colis aussi de l'impératrice russe. On comprenait pas trop là, le colis plein de livres qu'ils reçoivent. C'est l'impératrice russe qui leur aurait envoyé ça, et puis on sait que la monarchie est tombée. Pardon. Là, on sait que la monarchie est tombée en Russie en 1917, donc ça serait quelque part en 1916 et 1917. Le film se passe quand même sur plusieurs mois aussi, là, donc c'est dur à dire, mais c'est ça. Il y a des petits signes par-ci par-là, des photos de Guillaume II qui est l'empereur d'Allemagne, mais on sait jamais vraiment quand est-ce que ça se passe, parce que tout le monde croit la guerre t'avait de se finir, mais finalement, elle se finit pas. Hein? On pourrait peut-être parler de nos impressions du film. Je sais pas si tu as des points à amener, mais est-ce que tu as aimé ça? Oui, mais je les ai mentionnés pas mal là, depuis le début là, de l'enregistrement, mais j'ai trouvé que c'était un film qui surprend, premièrement. On n'a pas le même background, nous deux, là, donc j'ai pas tout le côté historique du film. Pour ma part, il est absent. Donc, pour moi, ça a été surprenant de voir justement les relations là, qui étaient dépeintes entre les personnages, parce que c'est pas quelque chose à quoi on s'attend d'un contexte de guerre, là. Surtout justement des prisonniers d'un camp ennemi. Là, donc,
Ça surprend, puis c'est rafraîchissant. Je peux comprendre que ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, surtout avec la deuxième là, qui s'en venait après. Donc, je comprends là, les interdictions, puis tout ça, mais c'est quelque chose qui est rafraîchissant, c'est abordé avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humanisme. Je m'étais noté justement, bon, ça montre très clairement là, que personne qui est là-bas veut être là. Personne veut faire la guerre. Tout le monde essaie de s'en sortir, tout le monde veut s'aider. Même justement quand ils font faire la visite du château, on se demande pourquoi. C'est quasiment une incitation là, à s'évader dans le fond. C'est un film dont certains personnages, justement, sont très, très comiques. Il y a des moments, il y a un petit spectacle organisé par les détenus français pour les autres qui peut rappeler un petit peu le film québécois Le Party. Oui, ben oui, de Pierre Falardeau. Et il y avait aussi là, un des gars qui va se déguiser en femme pour essayer de s'évader. C'est mentionné plus tard aussi quand il se fait amener au château. Donc, tu sais, on peut pas vraiment savoir si l'inspiration vient de là, mais il y a quand même un petit parallèle à faire qui est intéressant. C'est ça. J'ai trouvé que c'était un bon premier film pour la série qu'on commence aujourd'hui. Ça vieillit bien. Oui, effectivement. C'est des thématiques qui sont le fun, surtout en ce moment. Bon, on n'ira pas trop loin, mais tu sais, dans l'espèce de camaraderie là, qui s'installe, puis le fait d'être là pour les autres, la compassion, puis tout ça, mais ça fait du bien à voir, surtout dans un contexte qui est pire, si on veut, là, que celui qu'on vit actuellement. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça bon, léger, puis c'est ça, c'est la guerre, mais c'est pas abordé comme une guerre super lourde. Y a pas de mort, comme on disait, bon, tout ça, presque pas de mort, bref, c'est pas un film qui est lourd là, pour ce qu'il présente, puis c'est ça. Voilà, mes impressions. Ben effectivement, moi aussi, je trouvais qu'il avait très bien vieilli, mais j'ai lu une phrase d'un critique, en fait, qui m'a porté à réfléchir. Les divisions de classe ne résistent pas aux besoins d'amitié et de fraternité. Puis ça paraît très bien dans le film, là, c'est ça, peu importe d'où tu viens, les gens ont juste le goût de parler, on se croirait quasiment en quarantaine là. Avec la situation actuelle, non, mais on a juste besoin d'être avec du monde, peu importe d'où ça vient. On se doute que quand la guerre va se terminer, les gens vont retourner dans leur disons microcosme social, puis qui reparleront jamais. Quelqu'un d'une longue lignée va jamais reparler à un paysan ou un fermier. Donc, il y a vraiment puis ce microcosme-là est présent évidemment dans le camp de prisonniers, un peu moins dans le deuxième et troisième acte. C'est que ça montre aussi les besoins qui sont plus primitifs là, des hommes, qui sont justement la camaraderie, le fait d'être avec des gens, de parler, d'échanger, d'apprendre, puis tout ça, puis l'entraide aussi, beaucoup plus que manger, que tu sais, il y a comme des choses qui sont plus instinctives pour eux, puis c'est de montrer que la guerre finalement est relayée à un rang même tertiaire, je dirais là, puis ça surprend quand même. Effectivement. Moi, ce que j'ai aimé aussi en tant que bon historien, c'est le fait c'est illustré, en fait, c'est un film qui a été fait 20 ans après la Première Guerre mondiale, puis c'est illustré le fait que les gens croyaient vraiment que c'est une guerre qui allait pas durer vraiment longtemps. Ça, il y a plusieurs personnes, il y a 3-4 commentaires qui justement font état de ce sentiment-là que la guerre va finir bientôt. Et puis non, finalement, elle va être très longue. Donc moi, je l'avais lu, évidemment, puis j'en avais entendu parler, mais de le voir là, comme ça, c'était très bien. Il y a un très bon humour, on l'a mentionné un petit peu aussi. Là. Il y en a un des personnages, justement, qui dit que moi, je suis à la guerre parce que je suis végétarien, parce que si j'avais mangé de la viande, apparemment que j'allais mourir. Mon médecin m'a dit de pas manger de viande. Mon frère a pas mangé de viande, puis lui, il est tombé malade, il est pas venu à la guerre. Mais moi, je suis végétarien. Donc me voilà. Donc il y a plusieurs bons moments d'humour. Jean Gabin aussi est assez irrévérencieux, puis dans le je m'en foutisme quand même assez élevé. Je l'ai mentionné un petit peu, là, je vais le passer rapidement, mais cet effondrement un peu de l'Europe traditionnelle vers une Europe plus moderne, guidée, disons, par les gens du peuple et non pas l'aristocratie comme on a connu depuis des siècles déjà. Ça, c'était très bien représenté. La façon de mourir à la guerre selon la classe sociale, ça, je l'ai mentionné justement lorsque un des personnages aristocratiques meurt, il dit
pour un genre du peuple, ce serait une tragédie de mourir à la guerre, mais pour nous, c'est une bonne voie de sortie, quelque chose comme ça. C'est une bonne sortie. Là. C'est glorieux pour eux de mourir à la guerre, d'avoir quelqu'un dans sa famille prestigieuse qui est mort à la guerre. Donc, c'est vraiment un clash. On veut pas mourir, mais pour eux, c'est quasiment un honneur. Là. Ça mène d'ailleurs à une scène très touchante entre les deux aristocrates qui parlent « excuse-moi, je voulais pas te tuer. » Oui, mais c'est ça. Ça fait aucun sens, les deux pays sont en guerre. Puis... C'est aussi le fait que l'autre le supplie, là, s'il vous plaît, rentrez, c'est Boldieu, s'il vous plaît, faites pas ça, obligez-moi pas à appuyer sur la gâchette et tout ça, donc... il veut pas, là. Ils veulent pas se tirer, puis finalement, ils font... son ami, puis c'est ça. Ouais. Sinon, c'est des très bonnes performances, je crois, Jean Gabin et tout. Tout à fait, oui. Puis, j'ai lu un peu partout aussi qu'il y avait des bons mouvements de caméra, mais on dirait qu'à la première écoute, c'était notre première écoute à tous les deux, fait que on dirait qu'on n'a pas tant remarqué ça. À la base, peut-être qu'une deuxième écoute pourrait confirmer ça, mais bon, à suivre. Peut-être une petite section, on aimerait ça au cours du podcast, justement. Alors, on l'a déjà fait un petit peu, là, mais référence à la culture populaire. Il y en a un qu'on n'a pas mentionné, mais ça, on aimerait ça faire à chaque émission, parce que c'est des films quand même qui ont marqué l'imaginaire, les films de Criterion. Donc, il y a quelques références dans la culture populaire. Là, je te laisse... Oui, ben en fait, on les a déjà dit, là, la seule qu'on n'a pas mentionnée, c'est aussi qu'il y avait un bel écho au fait de vouloir faire enrager là, des soldats allemands en chantant la Marseillaise, donc c'est un beau moment dans le film pendant leur... ils apprennent que... Pendant quasiment leur pièce de théâtre, je pense. Ils arrêtent la pièce de théâtre, puis ils se mettent à chanter ça. Ils ont une nouvelle de la France, puis ils chantent... Mais quand ils reprennent Douaumont, juste avant de se le faire reprendre pour une troisième fois. Mais bon, ils ont comme un petit moment de victoire, là, puis tous les Français se lèvent, se mettent la main sur le cœur et commencent à chanter leur hymne national. Pour les officiers allemands, ils aiment pas ça. Les Allemands, non, ils aiment pas ça du tout. Puis, tu sais, c'est pas la même chose, mais c'est à peu près semblable là, quand ils se mettent à faire Il était un petit navire en flûte, puis ils se les font confisquer, tout ça. Mais bref, il y avait cet écho-là dans Casablanca qui faisait la même chose sensiblement. Au donc, café. Voilà. Mais pour la deuxième guerre mondiale et tout. Mais c'est ça, donc, puis après, on avait mentionné déjà le Shawshank Redemption, il y avait The Great Escape. Puis, c'est sûr que c'est le premier film, en fait, je crois, d'évasion de prison. Donc, les films subséquents, je sais qu'il y en a un aussi avec Sidney Poitier et tout. Je l'ai jamais vu, mais je crois qu'il doit avoir quand même quelques échos de la grande illusion dedans. Peut-être terminé parce qu'on a le livre 1001 films à voir et ce film-là, évidemment, en fait partie. Il y a quand même certains points qu'on a mentionnés. On les a pas mal tous mentionnés, en fait, en se lisant, là. Écoute donc. Mais c'est ça, il est présent dans les 1001 films à regarder, puis je suis d'accord avec cette présence-là. Je crois que c'est un film qui mérite définitivement une écoute. On pourrait mettre une note, justement, peut-être, là, sur... sur le film? Ouais, sur des étoiles. Là, parce que sur Ciné-Histoire, on parle d'étoiles, là. Donc, on parle d'étoiles, oui. Étonnamment, je mettrais un surprenamment peu élevé 7... non, pas 7, pardon, 7 étoiles. 3,5. Ouais, 3,5. 3 étoiles et demie. Il y a beaucoup... Je crois qu'à ma deuxième écoute, je vais plus profiter du film parce que on a lu justement pour se préparer à l'émission. Puis il y a des éléments peut-être qu'on avait manqués par-ci par-là, puis qu'après ça, on réfléchit puis on se dit « Ah, oui, c'est vrai. » Il y a de ces films-là, justement, qui méritent plus qu'une écoute pour être vraiment appréciés. Celui-là, ça en est définitivement un. Mais, vu qu'on a juste une écoute, je dirais qu'au niveau de mon plaisir, en fait, puis de ce que j'ai pu capter, parce que c'est rare que les gens, le public de tous les jours, va écouter un film plus qu'une fois, là. Fait que, je dirais que, tu sais, de prime abord, un 3 étoiles et demie semble quand même bien. C'est un film qui est un peu lent quand même, malgré qu'il n'y a pas de longueur, mais il est quand même assez lent. Je sais pas comment le dire, là, mais il est pas très dynamique, si je peux dire ça. Là. C'est beaucoup de dialogue pour peu d'action.
il faut quand même prêter attention. Ben, je suis d'accord, peut-être que c'est pas très dynamique, mais je trouve au contraire qu'il n'y a pas de longueur. Je trouve qu'on est assez bien il n'y a pas de longueur, mais c'est lent. entertained pendant le film. Il y a quand même des beaux moments aux bons endroits, en fait, qui viennent rajouter au rythme, parce que c'est sûr qu'il se passe pas grand-chose, mais ça m'a pas marqué plus que ça. En fait, ça m'a pas irrité non plus. Non, mais à l'inverse, là, je veux dire, c'est pas quelque chose avec quoi je ressors de ce visionnement-là. Par contre, j'irais quand même avec un 7. Peut-être que pour une prochaine fois, ça vaudrait ça vaudrait la peine là, d'expliquer notre rating qu'on fait à la base sur 10 et qu'on adapte sur 5. Bon, on pourrait peut-être le faire. Peut-être pas aujourd'hui. On peut peut-être le faire, ben oui, mais en fait, c'est que nous, on note surtout sur IMDb avant, et puis on a fait pour essayer de guider un peu quel genre de film, quel rating peut être associé à notre sentiment, disons, du film. Un film 10 sur 10, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y en a très peu dans l'histoire du cinéma. Donc voilà, un 9, c'est un film qui est remarquable. C'est un film qui... Tu t'en rappelles par cœur? Oui, je m'en rappelle par cœur. Ben oui, je me pose souvent les questions. Je connais les 8, 7, 6 par cœur. C'est pas mal toujours ça qu'on écoute 8, là aussi. 8 excellents. Mais remarquable, c'est des films justement qui frôlent la perfection, mais qui manquent juste une petite affaire. Un 8, c'est un film excellent, un film que je recommanderais à n'importe qui. Voilà, le 7, le très bon, dans le fond. Ensuite, 6, on arrive au bon. 5, moyen. 4, 3, 2, 1, je me rappelle 4, vraiment pauvre, jamais. Mais pauvre, c'est ça, c'est un film qui manque quelque chose, c'est pas... ça fait pas de sens, ou peu importe. 3, c'est mauvais, tout simplement. 2, c'est pauvre, je crois. Non, pauvre, non, 4, c'est pauvre. 4, c'est pauvre. 3, c'est mauvais. Là, t'es en train de me mélanger. 2, c'est minable. 2, c'est minable, puis 1, c'est horrible. Horrible. Mais tu sais, c'est rare qu'on se renseigne quand même avant de regarder un film. C'est assez rare qu'on choisit nous-mêmes d'écouter un film qui est minable ou horrible. Ouais, mais en même temps, il y a quand même... J'ai des beaux petits plaisirs coupables. On aime tous regarder des So Bad It's Good de temps en temps. Ça sera peut-être pas le cas. Papa est devenu un lutin, là. Cats, d'ailleurs. Cats. Puis beaucoup de films Netflix aussi. Mais c'est ça sera probablement pas le cas là, dans le podcast Criterion, parce que ce sont pas des films qui sont considérés comme mauvais. Mais ça va jouer entre 6 et 10, d'après moi, Criterion. Voilà, donc ou 3 étoiles à 5 étoiles. Notre rating est sur 10 au départ, après on l'adapte sur 5 pour nos critiques écrites sur Ciné-Histoire, puis on va faire probablement un mélange de tout ça. Là, donc moi, je pense que l'appellation très bon s'applique à La Grande Illusion. Il manquait quelque chose, à mon avis, pour que ce soit un excellent film, mais peut-être qu'une deuxième ou une troisième écoute pourrait me faire changer d'avis, mais je crois pas que ça reste un très bon film, je pense pas que ça va descendre en bas de ça, donc moi, un 3 étoiles et demie, ça me rend plutôt confortable, je crois. Voilà. Puis pour toi? Ben c'est ça, aussi, c'est la même chose, oui, un 7, là, un 3.5. On s'entend, ça tombe voilà, bien. c'est rare, par contre. Oui. Mais tu sais, donc toujours un niveau de différence. Là, donc là, on s'entend là-dessus. Écoute, merci pour ce premier podcast. Ça a quand même duré. On pensait faire 30 minutes, 20 minutes. Oui, mais c'est ça, on s'est emporté, je peux vous dire. C'est des films qui ont beaucoup d'histoire, en fait. Fait que, tu sais, c'est facile de trouver de l'information. On a le goût d'en parler aussi. Puis... Mais ce sera clairement pas le cas de tous les films. Je te vois regarder ta feuille, mais les 2 prochains, c'est sûr qu'on va faire à peu près le même temps. Je suis quasiment parce que là, on en a écouté 3, je vous le rappelle. Donc, on a déjà nos notes des 3 premiers. Là, donc, oui, je regarde ma feuille de notes, mais j'ai pas l'impression qu'on va... le prochain film, justement, de Criterion, c'est Seven Samurai, qui est un grand classique, évidemment, oui, du cinéma japonais, mais du cinéma tout simplement. Il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de remakes. C'est un film qui a marqué les esprits. On l'a écouté pour vous. On a sacrifié 3h30 de notre temps. Sacrifié, c'était pas une corvée, nécessairement. Mais, donc, on va parler... On n'a pas de... Je sais pas quand le prochain épisode va sortir. On se garde ça assez lousse. Là. On veut pas trop se restreindre à faire un ou 2 épisodes par semaine. Mais c'est ça devrait venir quand même assez vite vu qu'on l'a déjà écouté. En temps de quarantaine, je pense qu'on va en profiter pour avancer là-dedans. Donc c'est ça, on sait pas trop combien de temps ça va durer non plus. Tout ça, mais c'est un beau projet pour s'occuper un petit peu. Fait que... Si la quarantaine dure 6 mois, on va avancer assez vite tous nos projets. Donc tant mieux. Pendant ce temps-là, on n'a pas de ciné-histoire normaux.
parce que CFAC est complètement fermé. Donc, ça va nous occuper. Ça, en direct de chez nous. Ouais, des fois, on va recevoir du monde. Ben oui, c'est ça. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Jade, pour ces beaux commentaires. D'avoir embarqué dans ce projet de fou. Un autre projet. Ben oui, pourquoi pas. Mais j'aime ça parler de cinéma. Mais oui, mais en fait, ça conjugue plusieurs de nos passions. Là. Moi, je retrouve un petit peu... Faire des fichiers Excel. Ben oui, ben c'est ça. Oui, je suis passionnée par l'Excel dans la vie, mais... On a retrouvé aussi mon côté d'analyse filmique. Je salue ma prof de cégep, Sylvie. Donc, c'est ça, faire les critiques, l'analyse, aussi, oui, mais en français. Non, j'ai jamais eu en français. Ah oui, c'est en cinéma, c'est vrai. Non. Mais bref, c'est ça. Puis, ben, c'est aussi tout le côté visuel là, des posts que j'ai passé un bel après-midi à faire. Oui, vous devriez le voir en théorie sur YouTube, mais sinon, il va être sur notre site aussi. Puis peut-être éventuellement sur d'autres plateformes quand je vais savoir comment on fait ça. Là. On apprend sur le tas. Ben voilà, merci. Oui, merci d'avoir été des nôtres. La prochaine fois, Seven Samouraï. Ben oui, ça promet. Merci.